18h30, bienvenue sur cette première édition complète de la soirée à la une de ce mardi. Rabat, ville lumière et berceau civilisationnel, la cité respire à la fois histoire et modernité. Une métropole qui se métamorphose au gré de projets titanesques. Une cure de jouvence qui n'altère en rien le cachet authentique de la ville. Nous en parlerons avec un spécialiste du patrimoine, monsieur Mohamed Nahal, architecte et urbaniste, et notre invité plateau. Nous ferons halte dans l'un des écrins du patrimoine culturel de la capitale, le musée de la parure, un espace de rencontre aux allures de joaillerie traditionnelle où l'histoire millénaire se partage et se raconte, un lien tissé de génération en génération. Le don de sang, une pratique solidaire qui peut sauver des vies. La société civile répond à l'appel des centres de transfusion sanguine et se mobilise pour renflouer les stocks quand c'est denrées vitales. Nous suivrons l'exemple à Casablanca. Bonsoir, le peuple marocain célèbre demain le 79e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance. À cette occasion, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 991, se présentant comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 707 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 10 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 687 détenus, commutation de la peine à mort en peine perpétuelle au profit d'un détenu, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 9 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 284 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou reliquat au profit de 86 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 17 personnes. Grâce de la peine d'amende au profit de 169 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 12 personnes. Maroc, Royaume-Uni, la coopération militaire se renforce. Son exécution de très hautes instructions royales. Monsieur Abdel Tefloudi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, a reçu aujourd'hui au siège de cette administration l'Air Marshal Martin Elliott Sampson, haut conseiller britannique à la défense pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, en visite officielle au Royaume du Maroc. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à l'excellence et à la durabilité des liens privilégiés qui unissent les deux royaumes et ont mis en exergue leur ambition de développer davantage ces relations séculaires. Les deux responsables ont également échangé leur point de vue sur la situation sécuritaire régionale, notamment en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Sahel. Ils ont aussi mis l'accent sur la nécessité de consolider la coopération en matière de défense au service de la paix et de la stabilité régionale, tout en mettant en avant le rôle historique dont le Maroc s'est toujours acquitté pour la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, en Afrique, grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi. Le même jour et sur haute instruction de Sa Majesté, le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, a reçu au niveau de l'état-major général des forces armées royales à Rabat le maréchal Elliott Sampson. Les deux responsables ont échangé autour des différents domaines de la coopération bilatérale entre les forces armées royales et les forces armées britanniques. Cette coopération couvre la formation, l'échange de visites et d'expériences et l'organisation également d'exercices combinés à l'image de l'exercice Jebel Sahara. À cette occasion et conformément aux directives de Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée a exprimé la volonté des forces armées royales de continuer à œuvrer pour promouvoir davantage la coopération militaire bilatérale et également de l'élargir à d'autres domaines d'intérêt commun.
Et dans le cadre de sa visite de travail dans le Royaume, le haut conseiller britannique à la défense pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Martin Elliott Sampson, a été reçu aujourd'hui à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. La démocratisation de la langue amazigh en passe de franchir un nouveau cap. 4 conventions de partenariat portant sur le renforcement de l'intégration de la langue amazigh au sein de tous les services de 4 départements ministériels ont été signés aujourd'hui à Khmisset en présence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Une série de projets ont également été lancés pour renforcer l'utilisation de la langue amazigh dans l'administration publique, ont été lancés justement. Ces projets viennent incarner la grande attention que Sa Majesté le Roi accorde à la langue amazigh dans l'objectif de démocratiser l'accès des citoyens, femmes et hommes, aux services publics. Prenons la direction de Rabat. La cité impériale vit depuis plus d'une décennie au rythme de grands projets structurants. La ville prend des allures de chantier à ciel ouvert et donne à voir un paysage urbanistique moderne, meublé d'infrastructures contemporaines. Ce rajeunissement n'altère en rien le cachet authentique de la ville. Rabat conserve précieusement à ce jour son patrimoine historique et célèbre les 10 ans de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allons à sa redécouverte dans ce reportage de Mohamed Reda, la Bidinor Del Wabani ou Maïmar Ramli. Berceau des Almohades, Rabat respire l'histoire et l'authenticité. Du Ribat à Rabat, capitale moderne, que de chemins parcourus. C'est l'histoire d'une ville millénaire qui se métamorphose au gré de son ambition sans limite. Capitale dans l'air du temps, mais toujours soucieuse de la préservation de son patrimoine, témoin des âges et des civilisations qui s'y sont succédées. Rabat, ville millénaire, ville lumière, capitale marocaine de la culture, elle a de tout temps été un berceau civilisationnel et culturel. Ce n'est donc pas pour rien qu'elle a été inscrite depuis 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une histoire millénaire que la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, sous la présidence de son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, préserve jalousement. Gardienne de cet héritage matériel et immatériel, la Fondation pose les jalons d'une politique ambitieuse en faveur de la sensibilisation des habitants de Rabat et de ses visiteurs à la conservation de ce legs ancestral. Les jeunes sont au cœur de cette dynamique. La Fondation a mis en place 2 programmes phares pour les sensibiliser à l'importance du patrimoine national. Avec à la clé le kit « Je découvre mon patrimoine », kit distribué à des élèves de 62 collèges, sans oublier le programme « Je dessine mon patrimoine » destiné à 600 élèves. Autre fer de lance pour promouvoir le patrimoine rabati, le digital. La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat propose de découvrir la capitale autrement, à travers des visites hybrides, mais aussi moyennant des podcasts. Une belle manière de documenter à jamais cette mémoire collective. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir un spécialiste du patrimoine, monsieur Mohamed Nahal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes architecte, urbaniste, également spécialiste du patrimoine. Rabat, c'est une ville que l'on pense tous connaître et pourtant son histoire revêt bien des merveilles architecturales, archéologiques. Qu'avez-vous d'exceptionnel à nous révéler à propos de notre capitale et son patrimoine ancestral? Bon, merci pour l'invitation. Bon, merci. L'intervention au niveau du patrimoine est une intervention menée par une équipe pluridisciplinaire. Architectes, ingénieurs, laboratoires, archéologues, etc. Donc à chaque coup de pioche, à chaque coup de marteau, à chaque décapage d'enduit, on trouve des merveilles qui sont cachées
par les interventions, qui sont cachés par les mauvaises restaurations, qui sont cachés par le temps. Donc nous, on essaie de travailler d'une façon méthodique pour ne pas démolir, pour ne pas perdre ces merveilles. Donc on agit très lentement, couche par couche, etc. Et ce que nous avons découvert est d'ordre scientifique très très haut. Nous avons découvert des vestiges de murailles qu'on essaie aujourd'hui de placer dans leur contexte temporel et architectural. Nous avons trouvé des foyers de zones de poterie, alors que la ville de Rabat n'était jamais connue pour de poterie. Au niveau de la ville nouvelle, nous avons découvert des merveilles en matière de ferronnerie qui étaient pratiquement coulées dans le béton. Donc chaque intervention, chaque prescription que nous menons cache ce genre de merveilles. Et justement, d'un point de vue architectural, Monsieur Nahal, comment vous avez réussi l'équation modernité-authenticité dans l'édification d'un Rabat moderne, tout en faisant écho à son cachet authentique et architectural? En fait, cette réussite est un fait qui s'est déroulé historiquement au niveau de la vieille ville, de la vieille Médina, au niveau de la Médina historique, par cette croissance naturelle, par cette évolution de la typologie architecturale. On est passé de la typologie almohade à la typologie mérinide, alaouite, en passant par la typologie andalouse, morisque. Au niveau de la Médina, au niveau de la ville nouvelle, on est passé à un autre type de passage, comme on dit, d'une architecture traditionnelle à une architecture néo-traditionnelle basée sur l'utilisation des formes, mais au niveau de l'ensemble de l'organisation intérieure, il n'y a pas en fait une inspiration du traditionnel. Aujourd'hui, les architectes mènent leur projet comme ils veulent. Donc il y a des architectes qui sont très soucieux de faire référence à des éléments de l'architecture historique traditionnelle, d'autres sont plus modernistes. Donc c'est une affaire qui concerne chaque architecte à part. Et Rabat ne se résume pas justement à sa nécropole, à sa Casbah, c'est aussi une ville, une métropole dans l'air du temps où il fait bon vivre. Vous avez suivi l'évolution du paysage urbain de la capitale au fil des décennies. À quel point cette métamorphose vous paraît-elle nécessaire pour un rayonnement encore plus large de l'image du royaume à l'international? Comme vous savez, l'intervention à l'échelle internationale, elle répond à des pouvoirs. Donc Rabat a un pouvoir culturel. Tout à fait. Donc, ce qui fait ce pouvoir-là est l'outil aujourd'hui qu'on peut utiliser pour accéder, pour rayonner sur l'ensemble à l'échelle internationale, via donc la promotion de ce patrimoine, la sensibilisation intérieure et extérieure de ce patrimoine, mais aussi à travers un certain nombre de manifestations culturelles, comme des manifestations, comme un certain nombre de festivals musicaux, etc. Donc, ce qui fait, les ressources sont là. La politique est là, la stratégie y est. Donc, la stratégie y est. Ce qu'il nous reste à faire, c'est un peu comment promouvoir d'une façon, objective et bien orientée de cette... Capitaliser sur les atouts pour assurer justement ce rayonnement. Oui. Je vous remercie, Monsieur Mohamed Nahal. Je rappelle que vous êtes architecte urbaniste et spécialiste du patrimoine. C'est moi qui vous remercie. Et l'un des fleurons du paysage culturel de la capitale, le Musée national de la parure au cœur de la Casbah des Oudaya. Ce haut lieu de patrimoine ouvre désormais ses portes au grand public, un écrin de création artisanale d'une rare beauté, inauguré samedi dernier par son Altesse Royale, la princesse El Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat. Le musée abrite des collections riches et variées de bijoux. Si vous prévoyez de faire la visite, en voici un avant-goût avec la Tefa Ben Halima, Yassine Mazi et Maria Ouad. D'argent, de bronze, d'ambre ou d'or, des parures traditionnelles datant pour certaines de l'Antiquité s'offrent au regard de tous, comme bien des artefacts sacrés et sacralisés. Derrière leurs vitrines de verre, elles sont là,
silencieuse et altière, à se faire admirer. J'aime l'idée de pouvoir contempler ces parures d'une autre ère. C'est une sensation vraiment incroyable que de découvrir pour la première fois ces petits objets antiques qui font notre identité. J'attendais avec impatience l'ouverture de ce musée magnifique qui retrace l'histoire de notre patrimoine. Cet endroit est vraiment merveilleux. La fondation des musées. Datant de l'époque coloniale, Dar el-Becha et son musée de la parure protègent les œuvres et leur histoire. Bijoux amazirs antiques, témoins des âges et des civilisations. Vêtements traditionnels d'apparat de toutes les régions du Maroc, mais aussi mkahla. Ces fusils traditionnels à poudre noire témoignent de la richesse de notre patrimoine. Je connaissais le Daya depuis très longtemps, je connaissais l'ancien musée, mais là avec la nouvelle scénographie, avec la nouvelle thématique parure, bijoux et costumes, ça fait plaisir de retrouver un pan de notre mémoire, de notre histoire et de l'histoire de tout Marocain à travers justement la parure. La parure masculine, féminine, la parure rurale et citadine. Donner la culture à tous les Marocains, leur faire prendre conscience de ce que c'est le Maroc, son histoire, sa culture, cette histoire ancestrale, cette histoire qui est ouverte. Quand on voit par exemple dans cette salle les caftans de la mariée juive, les caftans de la mariée musulmane, mais c'est ça le Maroc. Espace de rencontre que ce musée de la parure aux allures de bijoux, où l'histoire millénaire se partage et se raconte comme un lien que l'on tisse au fil du temps, de génération en génération. Et on enchaîne avec cette bonne nouvelle pour les pèlerins. Plus de limite d'âge ni de restrictions sur le nombre de fidèles. C'est ce que vient d'annoncer le ministère saoudien du Hajj et de la Umrah au titre de l'année 1444 de l'Hégire. Le nombre de pèlerins reviendra donc au niveau d'avant la pandémie, sans limite d'âge. Le visa pour la Umrah peut être retiré en moins de 24 heures. Et les fidèles détenteurs de ce visa auront accès à toutes les villes du Royaume d'Arabie Saoudite qu'ils désirent visiter. Le ministère saoudien du Hajj et de la Umrah a également annoncé la réduction du coût de l'assurance pour la Umrah de 235 rials à 88 rials, ainsi que la réduction du coût de l'assurance pour les pèlerins de 109 rials à 29 rials. À Casablanca, ils sont nombreux à faire don de leur précieux liquide. Un geste simple mais vital pour les patients dans le besoin. La mobilisation des donneurs se fait sentir dans les centres de transfusion sanguine de la métropole au moment où la demande se fait de plus en plus importante en produits sanguins au niveau national et s'élève à plus de 1000 poches par jour. Ahmed Hamri, Saïda Idrissi et Zakaria Moukimbillah. Cela fait 20 ans que Brahim se rend régulièrement au centre régional de transfusion sanguine de Casablanca. Aujourd'hui encore, il fait don de sang, conscient de l'importance de cet acte qui peut sauver des vies. Le geste ne prend que quelques minutes, mais il va contribuer à renflouer les stocks en cette denrée vitale. Le don de sang devrait être une pratique répandue dans la société. Si on est donneur aujourd'hui, demain nous pourrons être receveurs de sang. Nous devons contribuer à diffuser cette culture. Moi-même, je pourrais avoir besoin de sang si un jour je subis une intervention chirurgicale. Ce n'est que lorsque nous avons besoin nous-mêmes de sang que nous nous rendons compte de sa valeur. C'est pourquoi il est très important d'en faire une habitude, au moins une fois par an. Renflouer les stocks sanguins d'une façon régulière, un vrai défi. Les besoins des patients en poche de sang au niveau national atteignent plus de 1000 poches par jour. La sensibilisation s'impose pour mobiliser de plus en plus les donneurs.
Il faut que les donneurs sensibilisent les autres à faire don de sang. Nous essayons de diffuser cette pratique à travers les associations. Au niveau national, le stock de sécurité de produits sanguins des centres de transfusion sanguine est limité à 3 ou 4 jours. L'OMS recommande un stock d'une semaine environ. Et avant de vous quitter, c'est insolite qui nous vient d'Islande. Je vous présente Gulbra, cette vache âgée de 19 ans vient de signer un record. Sa production laitière a atteint, tenez-vous bien, les 100 000 litres. C'est plus de 5 000 litres par an. En plus de son rendement abondant, la vache se targuerait d'un fort caractère. Selon son propriétaire, Gulbra a donné naissance 11 fois durant sa vie, dont 4 femelles qui sont à leur tour très productives. Et c'est ainsi que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain, ici à la même heure, toujours sur Al Oula.